électorales dans plusieurs pays en Afrique, notamment ceux de l'Afrique subsaharienne, à l'instar du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Ces deux pays vont connaître leurs élections présidentielles, respectivement le 12 octobre 2025 et le 25 octobre de la même année. Ainsi, au regard du déroulement du processus électoral en cours dans ces deux pays, l'on y voit des similitudes selon certains observateurs de la scène politique internationale. Au Cameroun, les voix s'élèvent, décriant la mise à l'écart de certains candidats constituant une menace pour le régime en place. De même, en Côte d'Ivoire, des manifestations orchestrées par l'opposition au pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara se mettent en branle pour protester contre l'absence de certains ténors dans les listes électorales et le rejet de leur candidature pour la présidentielle de 2025. Ces méthodes plutôt spectaculaires qui ressemblent à du déjà vu n'impressionnent plus un peuple qui a déjà tout subi, disait alors le président Laurent Koudou-Bako. Mais si dans ces deux cas, le peuple aspire au changement, de quel changement s'agit-il? Va-t-on prendre les mêmes pour susciter un changement tant souhaité, ou l'on procédera tout simplement donc à un changement de régime ou des personnes à la tête des États respectifs, tandis qu'une bonne partie de ces populations évoque une possibilité d'alternance à la tête des États, une autre parle plutôt d'alternative. Dès lors, la problématique d'une alternance ou d'une alternative se pose-t-elle avec acuité? De quoi ont besoin le Cameroun et la Côte d'Ivoire, deux pays au destin visiblement liés, même s'il convient de noter qu'en Côte d'Ivoire, le scrutin présidentiel, lui, il est à deux tours, au cas où aucun candidat ne remporte la majorité absolue au premier tour. Alors qu'au Cameroun, le scrutin, lui, est à un seul tour, quel que soit le score du gagnant à la majorité simple. La présidentielle, dans ces deux cas, est donc un long parcours jalonné d'étapes pour les candidats aspirant à céder à la fonction suprême. Du coup, du processus qui s'ouvre par la révision de la liste électorale jusqu'au scrutin proprement dit, en passant par les examens des dossiers des candidatures, tout est stressant et tous les cours sont désormais permis. Dès lors, à quoi devraient s'attendre donc les électeurs au terme des 10 scrutins, respectivement le 12 octobre pour le Cameroun et le 25 octobre pour la Côte d'Ivoire? Toutes ces questions et bien d'autres nous intéressent d'ailleurs ce matin dans le cadre de ce débat hebdomadaire. Bienvenue donc à tous et à toutes. Bienvenue à la palabre intellectuelle. Bienvenue au débat. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. C'est avec ce réel plaisir que nous vous accueillons ce matin dans le cadre de votre débat. Le débat hebdomadaire qui se veut panafricain. En tout cas, pour ce jour, une thématique nous intéresse, vous intéresse également. Nous parlons de la présidentielle 2025 en Afrique, problématique d'une alternance ou d'une alternative. Nous nous questionnons d'ailleurs sur cette problématique. Le cas du Cameroun et de la Côte d'Ivoire semble être d'ailleurs mieux choisi comme cas école pour nous permettre ce matin d'émener la réflexion et bien sûr avec un panel plus ou moins déjà dans ces studios 101 de la maison de production de Dachi TV. Nous émettons au Cameroun depuis Douala. Nous sommes visibles via les signaux satellitaires que vous pouvez retrouver à travers Eutelsat, Amos. Nous sommes également visibles sur le bouquet Canalsat, aux chaînes numéro 5 ou alors 516. Et bien sûr, nous sommes également présents sur le StarTime. Vous pouvez nous retrouver là-bas au 792. Merci de nous faire confiance ce matin. La confiance également, nous vous la remettons. Alors, nous allons accueillir nos invités comme nous avons l'habitude de le faire. En tout cas, ceux qui ont déjà répondu présent à notre invitation ce matin et qui sont dans ce studio. Junior Abena, eh bien, la Junior Abena est de la société civile, en politique également. Nous rejoignons ce matin. Junior, bonjour. Bonjour mon cher Raoul Pépin, bonjour à mon copanéliste que j'ai le plaisir de partager avec ce plateau.
et vous aurez certainement l'occasion de bien le présenter, l'introduire. J'ai dit bonjour à nos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé d'être dans ce tabloïd, dans sa version débat, et nous pensons que nous apporterons de la lumière pour essayer d'éclaircir cette thématique qui tient à cœur les enfants de l'Afrique, et surtout concernant le Cameroun et la Côte d'Ivoire, qui sont généralement des pays qui se côtoient beaucoup. On dit que c'est la belle famille des deux côtés. Donc, nous avons des accords crochus, et je pense que vous avez très bien fait de mettre cette thématique qui permettra d'éclairer la lanterne des téléspectateurs en cette période électorale dans les deux pays. Alors, plusieurs pensent que ces deux pays ont des similitudes, sont d'ailleurs liés par un destin qui semble les rattraper. Les deux, quand vous regardez au sommet des États, l'un à 92 ans, l'autre à 83 ans. Ce n'est pas très, très éloigné. C'est vrai que maintenant, au niveau de la longévité au pouvoir, il y a quand même ce fossé, il est assez énorme. Mais alors, je vous ai réservé quelque chose ce matin, Junior Abena, pour l'entrée en jeu ce matin avec vous. Vous savez que l'avenue Amadou Ahidjo a été rebaptisée avenue Paul Biya à Bouddha, effectivement. Il y a là quelques jours, c'était, je crois, le 20 août dernier, lorsque la maison de la permanence du parti RDPC, qui est entièrement relookée, était en train d'être inaugurée par quelques ministres de la République. Et ils en ont profité maintenant pour changer cette avenue dans l'axe Texaco, au stade de Bouddha, portait le nom du président Ahidjo, pour le substituer maintenant au président Paul Biya. Ça vous fait mal. Quelle est l'appréhension d'un acte de ce type? Nous avons suivi avec beaucoup d'attention cette actualité qui a également qui a suscité beaucoup d'émoi, beaucoup de consternation, d'indignation même pour certaines classes politiques qui trouvaient que c'était un peu trop osé pour les militants d'un parti de s'abroger comme ça, de venir complètement déclassifier un patrimoine national. Vous savez, quand on donne l'adressage des rues, ça tient compte d'un certain nombre d'événements, de certaines de choses. Il y a dans des villes, comme à Douala par exemple, il y a le conseil, par exemple, de la ville qui se tient et puis qui définit un ensemble de choses. Alors qu'un parti politique se lève comme ça et déclassifie ou bien rectifie des symboles, parce que le président Ahidjo est un héros national. Vous savez, malgré tous les problèmes qu'il a eu, tout ce qu'il a eu comme antécédent juridique, il a quand même été complètement lessivé, blanchi par l'État, par la nation. Et aujourd'hui, le nom doit rester parce qu'il fait partie de l'histoire du Cameroun. Voilà pourquoi même il y en a ces sympathisants qui pensent qu'il serait question même de ramener les restes d'Ahidjo, du président Ahidjo et son épouse au Cameroun, pour que ça ne soit pas une honte nationale de traîner le corps d'un premier chef d'État camerounais à l'étranger. Donc cette actualité nous a beaucoup indignés et nous voyons que aujourd'hui au Cameroun, il suffit qu'un chef d'État parte, que ceux qui arrivent peuvent comme ça falsifier, peuvent changer, peuvent comme ça dégrader, nettoyer, supprimer des éléments qui marquent l'histoire du Cameroun et qui permettent à la prospérité, à la mémoire collective de rester en parfaite harmonie pour les commémorations et pour la célébration des héros, des personnalités célèbres du pays. Donc ça nous pose un problème anthropologique, historique et même politique. Donc nous voyons que c'est plus dans le champ politique que cette opération s'est faite. Et puis maintenant, nous allons voir si ça va aboutir ou ça pourrait aboutir. Mais nous savons que comme la RDPC a la majorité un peu partout, que ce soit des conseils des municipalités et tout, et puis vous voyez des choses comme ça, ça pourrait passer comme une lettre à la poste. Mais nous sommes indignés et nous pensons qu'il y a quand même un ministère de la ville qui est là et qui pourra se ressaisir, même comme les politiques sont un peu partout et nous ne voyons pas une interférence qui pourrait venir mettre en péril cette initiative qui n'est pas très appréciable d'un point de vue politique et même historique. Très bien. Vous vous frustrez donc du fait que ces gens ont décidé plutôt de substituer le nom du président Ahidjo à celui de Paul Biya en disant avenue désormais avenue Paul Biya. En tout cas, les habitants de Bouddha, eux, vont désormais s'habituer à appeler ça avenue Paul Biya puisque ça a été acté le 20 août dernier par ceux qui, plus ou moins, l'avaient d'ailleurs baptisé avenue Ahidjo, Amadou Ahidjo. On se souvient d'ailleurs qu'il s'agit là d'une cérémonie d'inauguration de la permanence de ce parti. Très bien, nous allons accueillir le patriarche sur ce plateau qui nous fait honneur d'être là ce matin.
le patriarche Abel Edi Bilobé, homme politique, procureur d'ailleurs du mouvement Carontal, l'un, il faut dire, l'un des politiciens de la première heure au Cameroun, nous rejoint malgré le fait que cela soit très tôt pour lui et son âge, et bien sûr, braver la pluie qui tombe sur le ciel des Douala. C'est quand même assez intéressant ça. Patriarche, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour et merci pour l'effort que vous consacrez à la vie politique. C'est un grand effort et je vous exhorte à persévérer. L'élection présidentielle arrive. Elle constitue un grand moment dans la vie du pays. Et les désordres que nous voyons, qui sont imputables à la manière dont le pays est gouverné, montrent très bien que le choix du président de la République est un moment essentiel dans la vie d'une nation. Cela est tellement essentiel que pour le pays comme le Cameroun, qui a une grande activité religieuse, avec une grande communauté musulmane et une grande communauté chrétienne, si on regarde le nombre de croyants dans ce pays, il dépasse de très loin le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. Ça veut donc dire que l'activité des croyants doit pouvoir impacter sur la vie politique et sur le comportement des électeurs. On peut aussi extrapoler en pensant que parmi les électeurs qui iront voter, il y a donc probablement plus de croyants là-dedans que de non-croyants. Puisqu'il y a donc beaucoup de croyants, il est important que les croyants de ce pays fassent en sorte que les considérations morales qui guident leur vie de tous les jours deviennent des considérations centrales dans l'élection. Que la morale devienne quelque chose d'essentiel. Parce que ce que j'observe, c'est que les gens ont tendance à considérer que la vie politique est une vie qui peut se faire en dehors des exigences morales. On nous dit qu'en politique, tout est faisable, tout est permis, comme si tous les coups sont acceptables, comme si tous les comportements, entre autres, le fait de se dédire, dire une chose aujourd'hui, dire son contraire demain, le fait d'avoir des alliances qu'on dénoue, etc., etc. Donc, il faut que les chrétiens, les musulmans croyants impactent sur la vie politique. Et à partir de cela, je peux donc me permettre de leur garder ce morceau choisi que... Quel est le morceau choisi avec Edi Bilobé? Le morceau choisi... Nous sommes encore en train de présenter le panel. Oui, le morceau choisi, c'est dans Exode chapitre 18, verset 21. Là-dedans, Moïse était appelé à choisir les dirigeants. Moïse devait choisir les dirigeants. Et le sacrificateur, Jéthro, qui est son beau-frère, lui donne le profil du dirigeant. Il lui dit, choisis parmi le peuple des hommes capables. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Des hommes capables, des hommes qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50, chefs des 10, c'est-à-dire la dégradation de la chefferie. Tout à fait. La plus grande chefferie, chef des 1000, chef, ainsi de suite. Très bien. Donc, on demande depuis la nuit des temps à ceux qui doivent établir les chefs de choisir les hommes capables. On n'a pas dit de choisir les hommes qui parlent bien. Très bien. Très bien. On a dit de choisir les hommes capables. Très bien. Des hommes craignant Dieu, c'est-à-dire l'ordre moral. Très bien. Est essentiel. Or, il me semble que la préoccupation que vous avez opposée à l'autre panéliste tout à l'heure nous donne les signes de l'état d'esprit des gens qui font du
pouvoir qui leur est confié, n'importe quoi. On débaptise, on peut débaptiser. Mais il faut savoir qu'au Cameroun, il y a un texte qui organise l'adressage des lieux publics. C'est un texte qui avait été laissé par le président Ahidjo, où il demande aux collectivités, parce que ce sont les collectivités territoriales qui, en général, doivent baptiser les lieux publics de leur localité. Et il y a un code, il y a une façon de le faire. Ça n'est pas une affaire de ceux qui sont les plus nombreux ou de ceux qui sont au pouvoir, ainsi de suite. Parce que si on en fait une affaire de ceux qui sont au pouvoir, puisque les gens qui sont au pouvoir changent, on doit donc s'attendre à ce que demain ou après-demain, eh bien, d'autres personnes reviennent enlever ce qui a été mis sous le nom de Paul Biya pour remettre ça sous le nom de même un bandit, n'importe qui. L'adressage obéit à des conditions bien spécifiques, et dans le texte du président Ahidjo, il dit de ne pas adresser au nom des gens qui sont encore en fonction ou vivants. Très bien. Or, nous avons un chef d'État en fonction, nous avons des gens qui sont encore vivants, et vous prenez les lieux publics, vous leur donnez des noms des gens qui sont encore vivants. Ça suppose que demain, ils peuvent poser un autre acte, et puis vous êtes appelé à enlever le nom des lieux que vous leur avez donné parce qu'ils ont posé un acte qui ne vous plaît plus. Donc, il faut que les gens fassent attention. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il manque de route en Bouddha à nommer. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez été suivi pour cette première prise de parole. En tout cas, votre temps est parti au sujet d'entrée est déjà largement passé, donc nous n'allons plus vous redonner la parole pour ce qui concerne ces sujets d'entrée. Irénée, le docteur Irénée Gilnièvre, nous l'avons en repérage depuis la Guadeloupe, également nous rejoint ce matin. Docteur, bonjour. Bonjour Harold. Bonjour à tout le panel. Merci de vous retrouver après une longue période d'absence. Et j'espère qu'on va passer un bon moment. Et que bon, les paroles des autres seront écourtées un peu parce que nous, on est loin et notre temps est compté par rapport aux moyens de connexion que nous dit. Bonjour. Alors, très bien. Vous nous faites encore honneur ce matin d'être avec nous. Il est 4 heures, un peu plus de 40 minutes là-bas chez vous en Guadeloupe, mais vous êtes debout pour cette émission. Merci beaucoup. Je vous ai réservé aussi quelque chose. En tout cas, l'actualité internationale oblige aussi. L'Afrique, toute l'Afrique, mais alors, toute l'Afrique se retrouve en ce moment à Yokohama, au Japon, pour parler de son développement. On parle de la 9e conférence internationale du développement pour l'Afrique qui se tient depuis le 20 et qui devrait en principe baisser ses rideaux dès ce jour même, ce 22 août. Et c'est à Yokohama que cela se discute. L'Afrique qui part discuter de son développement au Japon. Comment comprendre cela? Tout un continent se retrouve autour d'un pays, bien que la puissance de ce pays ne soit plus à démontrer. Et il y a quand même qu'il faudra peut-être revoir des choses, selon vous, le panafricaniste que vous êtes. C'est ubuesque, n'est-ce pas? C'est incroyable, quoi. Et je me demande comment est-ce que les gouvernements africains acceptent ce genre de choses. Aller parler du développement de l'Afrique au Japon. Hein? Déjà, ça coûte cher. Bon, je pense que c'est pas eux qui doivent payer les billets d'avion. On doit les leur envoyer. Et cela les féodalise davantage. Mais en tout état de cause, c'est incroyable cette affaire. Et de toute façon, depuis le temps qu'on parle du développement de l'Afrique dans d'autres pays du monde, qu'est-ce qui se passe localement? On ne voit pas grand-chose. Donc, bon, je n'arrive pas à comprendre ça. On dirait que certains ont la notion même de fierté. Hein. Je crois que de façon symbolique, parler du développement de l'Afrique. Alors, nous avons des petits soucis avec la connexion liée au repérage de notre ami docteur Irénée Gilnièvre depuis la Guadeloupe. Il faut rappeler que le docteur Irénée Gilnièvre, d'ailleurs docteur en linguistique anglaise, certifié d'anglais DUT des finances, comptabilité, universitaire, auteur et entrepreneur panafricaniste, membre de l'association guadeloupéenne Racines pour le lien du continent et de cette diaspora. Nous vous entendons. Vous vous entendez en retour? Oui, je vous entends, Raoul. Alors, on a été coupé tout à l'heure. Poursuivez votre speech. Ah, ok, j'espère que j'ai été compris pour tout ce que j'ai dit avant. Je disais que ça me paraît ubuesque
Je disais que des Africains se retrouvent au Japon pour discuter de leur développement. Et de toute façon, je crois que le développement, il se fait. Hein. Le moins on en parle, mieux c'est, je crois. Et que ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Hein. S'il faut qu'il vienne de l'extérieur, il faudrait que c'est nous qui allions le chercher à l'extérieur, comme ont pu le faire les Chinois, par exemple, qu'ont pu le faire les Japonais à une époque. Donc, cette affaire de sommet, là, tout le temps des sommets, je disais, celui-là vient après celui de Donald Trump qui lui n'a pas invité tout le monde. Et avant, il y avait la Chine et on ne voit pas les résultats sur le terrain. Donc, il faudrait qu'on ait un peu de fierté quand même. Il faudrait que nous ayons un peu de fierté. Et moi, je ne suis pas au courant de qu'est-ce qui prend l'initiative de ce genre de choses. Mais si elle est soumise, bon, mais je crois que c'est aussi un résultat de la balkanisation de l'Afrique, parce que je ne vois pas le moment où tous les chefs d'État ou toutes les personnes vont se concerter pour dire est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas. Je crois que quand on envoie l'invitation, chaque personne prend la décision pour elle, et peut-être qu'il y a des jetons qui sont donnés après, et tout le monde est intéressé par ça. Donc, je pense que c'est pas quelque chose qui honore le continent. Alors, mais au-delà de ça, nous avons quand même le Japon, une puissance qu'on ne peut plus régner sur la question de la technologie d'ailleurs. On les connaît un peu avec les marques des véhicules qui sillonnent toute l'Afrique, qui déambulent même les rues de tous les pays africains. Mais on peut s'interroger quand même sur le fait que l'Afrique porte un regard sur le Japon. Est-ce que le Japon n'est pas un partenaire fiable? Le Japon, dans l'état actuel de sa technologie, n'est pas intéressant pour les Africains. Ce n'est pas de cette technologie qu'on a besoin, dont on a besoin, je dirais. C'est un pays qui est technologiquement avancé, mais il faut aussi entrer un peu dans la civilisation, la culture japonaise. Nous, actuellement en Afrique, me semble-t-il, on n'a pas besoin de ce qui se fait au Japon. Ce qui se fait au Japon, en fait, c'est en lien avec leur culture et leur façon de faire et leur niveau de, entre guillemets, développement. Il y a même dans cela un problème anthropologique qu'il faut poser. Est-ce qu'on a besoin de ce type de choses? Je ne pense pas fort. Moi, j'ai été au Japon, je connais le Japon. D'accord? C'est intéressant, bien sûr, comme tous les pays du monde, mais je n'ai pas été... en fait, c'est un pays, il y a beaucoup de solitude, où les gens se retrouvent seuls, où les hommes n'arrivent plus à parler aux femmes, mais c'est un tout, le Japon. Bien sûr, il y a l'aspect technologie, mais on ne peut pas prendre que ça et laisser de côté la mentalité. La mentalité conditionne l'aspect matériel. Donc, bien sûr, il y a des choses à prendre, mais enfin, il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir, pas de cette façon-là. Et le mieux serait d'ailleurs que ceux qui s'y intéressent ramènent les Japonais chez nous et leur disent voici notre situation, qu'est-ce que vous en pensez, et qu'on discute. Mais honnêtement, je ne pense pas que le Japon soit pour nous un modèle absolu. Moi, je ne suis pas admiratif de la technologie japonaise du tout. Des métros, par exemple à Tokyo, qui sont climatisés à ciel ouvert. C'est d'un gaspillage. Des toilettes qu'on opère, qui sont opérées par l'électricité. En fait, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Je crois qu'il y a beaucoup de gaspillage au Japon et que ce n'est vraiment pas l'exemple à suivre. Je suis désolé, je vais peut-être en choquer, mais je crois que véritablement, ce n'est pas l'exemple à suivre. Il y a certainement de choses à apprendre, mais eux aussi, ils en ont à apprendre de nous. Dans l'économie, dans l'écologie, on a des choses à apprendre. Donc, pourquoi ils ne viennent pas aussi chez nous? Donc, moi, honnêtement, a priori comme ça ne m'impressionne pas. Très bien. Merci beaucoup. Docteur Irénée Gilnième, docteur en linguistique anglaise, certifié d'anglais, DUT des finances, comptabilité, universitaire, auteur et entrepreneur panafricaniste, membre de l'association guadeloupéenne Racine à Port-au-Lien du continent et de cette diaspora. Vous êtes en Guadeloupe, en ce moment précis. Merci de nous rendre visite. Alors, quelqu'un voudrait réagir sur la question très rapidement, Junior? Oui. Oui, pour mettre un peu d'eau dans le moulin du docteur Niem, il faut rappeler que le Japon est l'un des pays asiatiques le plus endettés. Et le Japon, aujourd'hui, veut se repositionner parce que, vous savez, la plupart des pays africains sont très convoités par rapport aux ressources naturelles, aux ressources minières et tout. Et vous voyez qu'il y a des blocs qui se sont constitués avec des BRICS et tout, avec la puissance économique de la Chine qui est en train de pratiquement reprendre la main
demain, avec tous les partenariats économiques dans les pays, la plupart des grands pays africains qui sont des producteurs ou bien qui possèdent des minéraux, du coup, le Japon qui est un producteur de métallurgie, vous l'avez dit, les voitures, également la haute technologie avec les semi-conducteurs et tout, dont les terres rares, ces terres rares-là aujourd'hui, qui deviennent pratiquement la propriété des autres pays comme la Chine, l'Inde, ou bien la Corée, et même le Vietnam, qui font partie aujourd'hui des pays asiatiques qui rentrent dans la course économique à grande échelle. Le Japon est à l'étroit et il n'est plus capable de mobiliser. C'est vrai, ils disent qu'ils veulent faire le développement de l'Afrique, mais il y a beaucoup de zones de pesanteur, de zones d'ombre dont on n'explique pas, parce que le Japon aujourd'hui, c'était le résultat du plan Marshall qu'on a vu après la Deuxième Guerre mondiale, avec beaucoup de capitaux américains, les dollars qui ont circulé pendant longtemps, et puis aujourd'hui le Japon se retrouve aussi face à des réalités économiques parce que les blocs sont constitués et ils n'ont plus l'influence qu'ils avaient. Par exemple, vous savez, le Japon a colonisé la Chine, et même à l'époque des empires japonais, le Japon avait tout un empire vassal qui prenait jusqu'à la Chine et les autres, Singapour et tout. Donc le Japon a perdu toute cette influence-là et se retrouve aujourd'hui avec les Occidentaux qui aussi ont du mal à progresser avec la percée des BRICS et qui fait qu'aujourd'hui c'est assez difficile. Voilà pourquoi ce sommet, vous avez vu, il y a l'Union africaine partenaire dans l'organisation. Donc vous comprenez qu'on ne peut que voir l'Union africaine aussi qui est, vous savez, inféodée par les grandes puissances occidentales. Voilà pourquoi nous redoutons encore ce sommet et nous voyons que est-ce que les pays africains comme le Cameroun aura vraiment de l'importance à tirer dans ce type de partenariat. Alors, quand on sait bien que nous allons pas très vite en besogne. Nous allons en rendre dispersés. Nous imaginons que la délégation camerounaise qui porte à sa tête le Premier ministre chef du gouvernement, c'est très bien ce qu'elle est allée chercher au Japon et qu'elle reviendra certainement avec la banne de ce côté-là. Encore que les Japonais ne font pas de telles conférences pour vos beaux yeux. Voilà. Exactement, c'est pour en demander aussi, mais que l'Afrique sache aussi demander sa part. C'est ça les relations humaines. Je demande, vous demandez. Et on évolue. Très bien. Alors, on va accueillir notre troisième invité sur ce plateau, le quatrième dans son ensemble, qui est bel et bien présent, qui nous a rejoint ce matin, Valentin Dior. Valentin Dior est homme politique, il faut le dire, anthropologue, responsable d'ailleurs à la base d'un parti, le parti très proche du pouvoir au Cameroun. Il faut dire qu'il est également directeur du Parcours Vita. Valentin Dior, enseignant de profession, nous rejoint ce matin. Valentin, bonjour. Bonjour aux copanélistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé. Nous voulons vous saluer pour votre brillante nomination en tant que directeur du Parcours Vita. Je crois que depuis que vous aboulez cette casquette, c'est votre premier plateau avec nous aussi. Dans sa version débat. Oui, c'est vrai. Tellement vous êtes engouffré dans votre bureau que vous n'avez plus le temps de venir partager avec nous, Valentin Dior. Nous allons gérer pour les prochaines émissions. Alors, nous vous avons réservé aussi quelque chose ce matin, effectivement. Ouais. Avec vous, on va essayer de voir. 22 000 faux diplômes détectés au Canada. C'est une information qui fait quand même le tour de la toile depuis quelque temps. On parle de 22 000 faux diplômes détectés au Canada. Et donc, au Cameroun, on est la palme d'or avec un peu plus de 14 000 diplômés qui sont véritablement des faussaires. Et donc, le gouvernement canadien aurait demandé d'ailleurs de rebrousser chemin. Des images de ce type, si cela est avéré, parce que jusqu'ici, nous n'avons pas encore confirmation des sources que nous avons pu interroger. Mais on spécule tout de même. Alors, si cela est avéré... Monsieur Dior, l'image du Cameroun est une nouvelle fois écorchée. Non, l'image du Cameroun n'est pas écorchée. Pourquoi est-ce que l'image du Cameroun serait écorchée? Parce que ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais, ils peuvent se faire établir ces diplômes au Cameroun, dans d'autres pays du monde, au Canada, pourquoi pas? Non, je ne pense pas qu'on puisse faire une fixation sur l'origine de l'établissement de ces diplômes. Oui, de l'établissement de ces diplômes, mais on devra plutôt souhaiter, on devra plutôt féliciter ceux qui ont pu mettre la main sur ces documents qui sont des faux documents et appeler les pays à faire de la coopération pour combattre le faux. Et je pense qu'on parlait du sommet tout à l'heure qui se tient au Japon, c'est l'occasion
la coopération bilatérale, multilatérale et ainsi de suite sont à souhaiter. Les États doivent parler, doivent échanger pour que certaines choses au niveau économique, que l'économie soit une économie plus humaine. Au niveau de l'éducation, comme c'est le cas avec les diplômes, on va certainement, le Canada va certainement se rapprocher des différents pays pour en savoir beaucoup plus sur l'origine des diplômes. Moi, je pense que ce n'est que... C'est une question qui en écorche en rien l'image du Cameroun. En écorche en rien l'image. En rien ne concerne le Cameroun dans son ensemble. Ce sont des individus qui ont décidé de faire ce qu'ils voulaient faire. Tout à fait. Alors, j'ai souhaité que vous puissiez également vous apaisantir sur une question. L'avenue Amadou Ahidjo, désormais baptisée avenue Paul Biya, à Bouddha, il y a quelques jours, vous dans l'oreille d'épicier, comment vous voyez ça passer? C'est quand même, M. Président, vous avez comme le premier président de ce pays. Donc, les restes sont encore au Sénégal, enterrés et même oubliés. Il y a quand même cette avenue qui lui a été baptisée à Bouddha, mais qui reprend maintenant subitement une autre renaissance, celle de l'avenue Paul Biya. Est-ce que ça ne frustre pas un peu le Camerounais que vous êtes? Bon, c'est une question, j'ai répondu à cette question hier sur un autre plateau. Je vais tout simplement dire qu'il serait beaucoup plus souhaitable de se rapprocher de la municipalité, parce que vous savez qu'il y a une procédure pour baptiser les édifices ou les infrastructures ou les rues. Il y a une procédure, voir si par le passé, cette procédure-là avait été respectée. Vous voyez, il y a des quartiers, il y a des rues ici à Douala qui portaient des noms. Et jamais ces noms n'ont su connu la procédure normale de baptême d'une infrastructure ou d'une rue. Donc, je pense qu'il serait plus indiqué de se rapprocher de la collectivité territoriale, enfin du moins du premier magistrat de cette ville pour en savoir plus. Voilà. Alors, on va avec vous souhaiterez réagir sur une question? Oui, laquelle? Je suis très étonné quand j'entends M. Ndior estimer que la réputation du pays n'est pas écornée lorsque des milliers de Camerounais seraient impliqués dans l'utilisation de faux diplômes, au motif que ces faux diplômes peuvent être établis n'importe où sur la planète. Oui, les faux diplômes peuvent être établis n'importe où sur la planète. Mais ceux qui ont la culture de se donner des faux diplômes, eux, ils ne sont pas partout dans la planète. Ils sont bien d'origine de quelque part. Et leurs origines, ils impactent sur leurs origines. Le Cameroun ne vaut que parce qu'il y a des Camerounais. Si le Cameroun était un pays ou un espace où il n'y a pas d'individus constitutifs de la nationalité camerounaise et donc de l'image du Cameroun, il n'y aurait aucun problème. Mais s'il y a un problème, c'est bien parce que les citoyens reflètent quelque chose qui est imputable au pays. Vous ne pouvez donc pas dire de façon assez légère que le fait qu'il y ait des faux diplômés camerounais en grand nombre qui se sont rendus au Canada n'impacte pas sur l'image du pays. Non. Ce type de discours est extrêmement dangereux. Ça relève d'une propagande abjecte. C'est comme si vous disiez que l'insécurité au Cameroun n'impacte pas sur l'image du Cameroun. C'est comme si vous disiez que la corruption dans un pays n'impacte pas sur l'image de ce pays-là. C'est faux, ça impacte. Si vous avez autant de faux diplômés originaires du Cameroun, parmi l'échantillon des gens qui se sont rendus tous ces derniers temps au Canada, et probablement même à la demande des Canadiens eux-mêmes, cela montre un délabrement moral dans le pays. Parce que c'est bien un individu, ce n'est pas le pays qui lui donne des faux diplômes. C'est un individu qui se lève
et qui actionne un ensemble de réseaux informels dans lesquels les fonctionnaires qui sont chargés d'asseoir l'image du pays, la crédibilité du pays, peuvent se trouver impliqués. Si vous avez des faux relevés de notes qui sont en apparence authentiques, il y a bien un problème dans la façon dont fonctionne notre pays. Vous-même qui allez vous faire établir ces faux relevés, comme le citoyen qui va faire fabriquer des faux billets de banque, comme les citoyens qui fabriquent les fausses bières, les faux, les produits de contrefaçon, etc. C'est un état d'esprit. Avant même d'arriver à la finalité, vous avez d'abord un état d'esprit. Et cet état d'esprit est révélateur de la façon dont le pays est gouverné. Parce que vous voyez très bien que c'est des phénomènes qui n'existaient pas en grande échelle à une certaine époque et qui apparaissent aujourd'hui, qui augmentent en quantité et donc nous préoccupent quant à la manière dont notre société est organisée. On ne peut pas dire que s'il y a des meurtres, à supposer que les gens aient subitement, on se rend compte qu'il y a des meurtres des enfants, on tue des enfants partout. Et vous dites, ça n'impacte pas sur l'image du pays. C'est faux, on va bien se poser la question. Est-ce qu'on a établi l'origine de ces faux diplômes? Le problème n'est pas l'origine du faux diplôme. Oui, non, avant que le problème... Vous savez dire que vous ne m'avez pas compris. Non, je vous suis très bien. Avant l'origine, oui, il y a celui qui en a besoin. Oui. L'origine de celui qui a besoin du faux diplôme n'est pas discutable. Il est bien camerounais. Oui. Il s'est donné une culture de l'usage du faux. Donc il y a un problème de la moralité publique. Vous ne pouvez pas vous dissocier de ça. On peut pas parler de la moralité publique vu qu'on n'établit pas l'origine de celui qui est établi. Mais le problème, vous voulez le situer dans l'origine. Le faux diplôme peut être fait par le Nigérian. Par exemple. À la commande du Camerounais. Puisque le Camerounais veut l'utiliser. Au niveau de... Ça peut même être fait au Canada. Mais le problème, c'est que c'est le Camerounais qui le demande. C'est lui qui s'en va dans un réseau informel où on est susceptible de lui produire un document qui est faux. Donc, vous ne pouvez pas dire que ce sont les origines qui sont importantes, pas l'état d'esprit des commanditaires. Tout à côté de ce Camerounais-là, si on prend le cas du Canada, il y a un Camerounais qui est beaucoup plus reluisant par ses actions. Ben oui. Alors ça, pourquoi vous, à ce moment, pourquoi vous considérez que c'est un honneur pour le pays? On va donc dire qu'on ne peut pas seulement se limiter à l'origine de la personne sans toutefois établir l'origine du diplôme. Non, vous allez, très bien. Vous voulez dissocier les responsabilités. Au commencement est l'état d'esprit du faussaire. Abel Bilobé, nous avons un débat qui nous intéresse. Maintenant, c'était juste une parenthèse. Nous la refermons très rapidement. Au regard de vos allures là, j'ai comme impression que je ne suis pas très faible, très fort sur ma tête, donc je ne peux pas parler de bagarre. Je voudrais qu'on se calme. Alors, docteur Irénée Ginieb, je vous avec vous les hostilités. Nous avons choisi le Cameroun et la Côte d'Ivoire parce que ces deux pays, effectivement, organiseraient les élections présidentielles cette année 2025. Le 12 octobre pour le Cameroun, le 25 octobre pour la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, est-ce que ces deux pays, selon vous, présentent des similitudes dans leur processus électoral? Je ne suis pas très au fait du processus ivoirien. J'ai ici une grande amie ivoirienne qui d'ailleurs va retourner dans son pays dans quelques jours et je n'ai pas d'informations là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que nos deux pays, disons, ont beaucoup de similitudes sociologiquement et qu'il y a quelque chose qui me fait croire que ces deux pays dont les citoyens, disons, s'entendent assez bien et que, bon, peut-être que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de ceux qui pensent que le panafricanisme viendra par des réunions, par disons, des rapprochements transfrontaliers, il peut y avoir un cas où, finalement, deux pays qui sont éloignés l'un de l'autre arrivent à
à se liguer, à se mettre ensemble dans l'objectif disons, d'un grand État africain, panafricaniste, quoi. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, moi, m'intéresse, hein, parce que c'est, disons que dans mes pérégrinations, j'ai eu à rencontrer des Ivoiriens. Je trouve que c'est un peuple assez sympathique, hein, et que, bon, ben, je crois qu'on se respecte et on se connaît. Hein. Alors maintenant, pour la question elle-même, bon, je ne sais pas si tu voudrais que je rentre directement dans la thématique telle que tu l'as définie dans ton... Nous sommes déjà dans la thématique. Cette question vous donne directement le droit d'entrer dans la thématique. Je ne t'entends pas. Nous sommes déjà dans la thématique, docteur Irénée Gignem. La question vous donne le droit d'y entrer. D'accord. Donc, moi je crois que à part les moments que tu as cités là, qui effectivement sont similaires et se rapprochent, moi je crois qu'il y a une très grande différence entre la situation du Cameroun et celle de la Côte d'Ivoire. Effectivement, disons, dans ton énoncé, tu poses la question disons, de l'alternance ou de l'alternative. Moi, je crois que cette question-là se pose plus pour le Cameroun que pour la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, on a un problème à la fois d'alternance et à la fois d'alternative. Enfin, on a un problème d'alternance. L'alternance, je ne pense pas qu'elle s'applique vraiment au Cameroun, dans la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui, puisque l'alternance, étymologiquement, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a, disons, deux systèmes un peu différents, ou même très différents, qui, disons, se conjuguent dans un objectif commun. J'avais parlé à une occasion du cas, par exemple, qu'on a en France de ce qu'on appelle la formation par alternance, dans laquelle j'ai pu intervenir au niveau du... Les étudiants... Très bien. Alors, nous avons... à l'université, dans le but de diplômer. Alors, l'alternative, je crois qu'au Cameroun aujourd'hui, il est très difficilement question d'alternance, puisque on est dans un système tellement disons, que c'est plutôt l'alternative qu'il nous faut. Il nous faut quelque chose de complètement différent. Mais moi, je pense que pour le cas de la Côte d'Ivoire, en fait, peut-être que le problème, il n'est pas cela, parce qu'au départ, le président ivoirien actuel est déjà une usurpation, à mon avis. Au moment où il est venu, la Côte d'Ivoire avait déjà son président qui avait été élu. Et il a été reconnu que, disons, l'emprisonnement de M. Gbagbo à La Haye était quelque chose d'illégal. Donc, logiquement, les élections qui se passent aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'auraient pas dû se tenir, puisque M. Ouattara n'aurait pas dû être là, et M. Gbagbo aurait dû retrouver son siège lorsqu'il a été libéré. Donc, c'est comme ça que moi je vois les choses de façon générale, pour ne pas prendre trop le temps. Donc, l'alternative en Côte d'Ivoire, je crois que le cas de la Côte d'Ivoire est peut-être même beaucoup plus délicat que le nôtre. Nous, on a un problème, tout ça, la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est beaucoup plus... Parce qu'elle se retrouve avec quelqu'un qui est à sa tête depuis, je crois, ça fait maintenant 3 mandats, et qui n'aurait pas dû être à la base. Hein? Donc, lorsque les Ivoiriens, par exemple, se moquent du Cameroun, je crois qu'il faudrait qu'ils regardent un peu de leur côté, où la situation n'est peut-être pas, n'est sans doute pas meilleure que la nôtre. Alors, on va quand même noter, docteur Irénée Gignem, c'est du passé désormais. Gbagbo a fait 10 ans à la Cour pénale internationale, il est revenu acquitté. Mais sauf qu'en lieu et place de lui, un autre président était déjà là. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le processus électoral tel qu'il est. Il est en cours. Est-ce que les similitudes restent entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire? Je vous le dis, d'ici quelques temps, le temps de faire le tour de ce plateau également. Junior Abina. Non, Valentin Dior, puisque c'est vous que je vois là sur le repérage. Monsieur Dior, est-ce que vous êtes avec nous en ce moment précis? Oui, bien sûr. Alors, vous êtes encore en train de prendre vos notes? Oui, je prenais. Nous sommes déjà sur un plateau. Vous avez eu le temps de prendre les notes là, durant au moins 4 jours. Alors, maintenant, je suis en... Est-ce que le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont des similitudes dans le déroulement de leur processus électoral, selon vous? Bon, pour voir les similitudes dans le cas du processus électoral entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, il faille déjà s'adosser sur les constitutions des deux pays,
Bon, de façon générale, je vais dire qu'il y a des similitudes parce que c'est deux pays démocratiques. C'est deux pays démocratiques dont la dévolution du pouvoir est faite par les règles constitutionnelles, donc par les voies démocratiques. Bon, sur le plan sociologique, je pense que le docteur Bigniem, c'est ça? Irénée Gignem. Irénée Gignem a apporté des éléments. Maintenant, qu'il s'agisse de l'alternance politique ou de l'alternative, bon, je pense que on va évoluer pendant le débat. Nous allons essayer de voir le concept ou la notion qui correspond exactement pour les deux cas. Mais la situation, pour parler du Cameroun, je pense que l'alternance politique ne peut pas être, du moins, un projet politique des partis de l'opposition, parce que nous le savons, on l'a défini, c'est une dévolution du pouvoir par d'un groupe, ou du moins d'une majorité par une autre. Pour le moment, le débat, c'est peut-être avec l'opposition. Moi qui suis du parti au pouvoir, je pense que le débat n'est pas d'actualité, parce que justement, quand on prend le pouvoir, c'est pour le conserver par les moyens les plus démocratiques possibles. Donc, le Rassemblement démocratique, le RDPC, a des arguments pour prétendre... Peut-être qu'en tant que partisan du parti au pouvoir, vous aurez beaucoup plus besoin d'une alternative, d'être au système actuel. Si le système actuel a des défaillances, vous pouvez chercher peut-être une alternative au système actuel. Une alternative, quand on parle d'alternative, c'est le choix de deux régime, deux possibilités. De changer le régime, c'est-à-dire de changer le régime dans son fonctionnement. Peut-être pas des individus, mais le régime qui le constitue. Non, je pense que là également, le débat ne correspond pas avec les objectifs qui sont ceux du RDPC, parti au pouvoir. Le RDPC, pour le moment, pense que son soutien à l'endroit du président national, de son président national, est le meilleur risque qui puisse exister. Donc, alternative, c'est pas d'actualité. En tout cas, c'est pas d'actualité. Le peuple camerounais à travers votre parti. C'est pas d'actualité. Le peuple camerounais est invité ou sera invité lors des consultations ou pendant l'élection du 12 octobre. Et c'est le peuple camerounais qui décide de la dévolution. Très bien. Écoutons les autres avant de revenir peut-être à vous. Abel Eddy Bilobé, besoin... D'ailleurs, est-ce que vous constatez que la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont des similitudes dans leur processus électoral? Je pense que ce n'est pas une question qui nous sert à grand-chose. Parce que si vous posez le problème des processus électoraux, il faut donc aller rechercher les différences ou les ressemblances dans les textes. Ça veut dire que vous prenez donc déjà ma place. Si j'ai cette question, on n'a pas sa place. Mais laissez-moi donner mon point de vue. C'est une question qui appelle bien sa place. Laissez-moi donner à celle que vous souhaitez répondre. Laissez-moi donner mon point de vue. S'il vous plaît. Parce que si je m'en tiens... Non, je vous donne la parole. Je ne vous ai pas arraché la parole. Vous avez votre parole. Mais non, de m'empêcher de m'exprimer. S'il vous plaît, Abel Eddy Bilobé. Vous avez un modérateur sur ce plateau. C'est lui le patron de ce plateau. Et c'est lui qui oriente ces questions. Alors, voir que ma question n'a pas de sens, c'est vouloir m'insulter. Bon, ça, ce sont vos mots. Ça, ce sont vos mots. Je ne vous ai pas dit que votre question n'a pas de sens. Allez-y donc. Allez-y, prenez la parole maintenant. Prenez votre parole. Non, ne me prêtez pas vos mots. Retirez d'abord le mot que vous avez utilisé, parce que moi, je ne l'ai pas utilisé. J'ai dit que si vous recherchez les similitudes, il faudrait comparer les textes qui organisent. Tout à fait. Alors, si vous comparez les textes qui organisent, la réponse, ça sera non. Pourtant, ces pays ont beaucoup de ressemblances. Donc, la ressemblance ou bien les rapprochements entre ces pays
il faut les chercher bien au-delà des textes qui organisent le processus électoral. Là-bas, c'est des élections à 2 tours. Et si on s'en tient simplement à ça, on va dire non. Pourtant, si au Cameroun, il y a un processus électoral, cela veut dire qu'il y a une possibilité de changer les acteurs politiques. Si vous mettez un processus électoral, cela suppose que vous donnez au peuple ou aux électeurs la possibilité de changer l'ordre politique qui est en place. C'est valable au Cameroun, c'est valable en Côte d'Ivoire. Et si on va du point de vue de la sociologie de ces pays, nous avons 2 pays qui ont des configurations sociologiques assez proches, dans la mesure où la Côte d'Ivoire est un pays multiethnique, de même que le Cameroun est un pays multiethnique. C'est très important parce que tous les pays du monde ne sont pas multiethniques. Il y a des pays au monde où la diversité ethnique se réduit même parfois à 2 communautés, parfois même pas de tout de diversité ethnique. Par exemple, la Somalie, nous avons vu la Somalie qui était un pays où il n'y avait pas de diverses ethniques, mais il y a plutôt des clans. Ça n'a pas empêché que ce pays connaisse des problèmes politiques critiques jusqu'à l'implosion. Donc, nous avons 2 pays à diversité ethnique. Et lorsque vous avez des pays à diversité ethnique, la façon dont la stabilité du pays est organisée devient un élément de réflexion essentiel. Comment ils font pour avoir de la stabilité? Comment nous faisons pour avoir de la stabilité? Eh bien, nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une guerre civile basée sur la diversité ethnique. Cela veut donc dire que, comme il y a eu une guerre civile là-bas, avec des soubassements ethniques, on peut avoir la même chose au Cameroun, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Ceci est une loi du monde, une loi qui organise le fonctionnement de l'univers. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce n'est pas variable d'un pays à un autre. Si vous mettez dans un pays certaines causes, vous aurez les effets liés à cette cause. Partout où vous mettrez les mêmes causes, vous aurez les mêmes effets. Donc, la manière dont la Côte d'Ivoire a évolué devrait inspirer le Cameroun et vice-versa. Par exemple, la Côte d'Ivoire qui a connu une guerre civile pourrait regarder comment un autre pays à diversité ethnique, comme le Cameroun, a fait pour échapper aux démons de la guerre civile, par exemple. Encore faut-il savoir si on y a vraiment déjà échappé. Donc, il y a des rapprochements entre ces 2 pays-là qui font en sorte que les citoyens des divers pays regardent chacun un peu ce qui se passe ailleurs, et cette attitude-là est légitime de regarder ce qui se passe ailleurs. Et si je termine sur la question, je dirais, oui, il y a des rapprochements. Nous voyons un pays qui a de la peine à utiliser le changement des hommes comme un catalyseur du progrès économique et social. Et nous voyons au Cameroun une difficulté à changer les hommes comme étant un facteur de progrès économique et social. La Côte d'Ivoire a connu 4 présidents. Jusqu'ici. En 65 ans, parce que nous avons les indépendances dans la même foulée des années 60. En 65 ans, la Côte d'Ivoire a connu le président Houphouët, le président Gué, le président Gbagbo et le président Alassane Ouattara. Avant Gbagbo, Bédié, autant pour moi. Donc 5. Ça fait 5 personnes. Et nous constatons que le changement des hommes n'a pas toujours été pacifique, aisé, ne s'est pas opéré dans un cadre apaisé. Lorsque le président Bédié succède au président Houphouët, il y a une crise politique. Il y a une crise politique. Puis le président Bédié est renversé par le président Gueye. Il y a un coup d'État. Général. Mais président,
Il a été président. Oui. Bon, il a donc renversé le président Bédié. Il y a eu un coup d'État. Puis, il y a eu une élection qui a amené le président Gbagbo au pouvoir, mais pas de façon simple. Il a fallu l'intervention de la rue pour que Gueye accepte les résultats des élections. Puis, Gbagbo fait l'objet d'un coup d'État sur fond de guerre civile. Et enfin, Ouattara qui prend le pouvoir a un comportement qui nous rappelle le comportement du président Biya, qui exerce le pouvoir, puis modifie la constitution pour demeurer au pouvoir par devers les engagements et la parole donnée. Donc nous avons là des évolutions politiques qu'il peut être légitime de rechercher chez nous. Est-ce que, comment le président Ahidjo a-t-il fait une transition? A-t-elle été pacifique, bonne, etc.? Le président Biya est arrivé au pouvoir. Comment fait-il pour rester au pouvoir? Parce que quand on regarde donc les autres pays africains, c'est pour cela que les gens ont l'habitude de dire que le Cameroun n'est pas une île, il n'est pas une terre isolée, pour que les gens essayent d'empêcher la réflexion de s'inspirer de ce qui s'est passé ailleurs. Très bien. À partir du moment où on regarde donc en toute légitimité ce qui s'est passé ailleurs, on voit des ressemblances et on voit une culture de la gouvernance qui est commune et qui produit des effets cataclysmiques. En Côte d'Ivoire, le fait qu'on ne respecte pas la parole donnée, le fait qu'on ne respecte pas le jeu institutionnel, le fait qu'on modifie les textes au gré de celui qui est là, des événements, etc., ça a donné une instabilité politique. Nous voyons au Cameroun une culture du non-respect des textes, du non-respect de la parole donnée. On modifie la constitution au gré des intérêts, des calculs politiques. Il est à craindre que comme ça a prospéré en Côte d'Ivoire et ça a donné des désordres, il est à craindre que cette culture ne prospère au Cameroun et ne donne des désordres. Très bien. Alors, Junior Rapidin, parlons un peu maintenant de la problématique d'une alternance ou d'une alternative. Le Cameroun a besoin de quelle problématique? Le Cameroun est fixé. Hein. Vous savez, le Cameroun a une longue histoire d'ailleurs par rapport à la Côte d'Ivoire différemment. Parce que le Cameroun, la décolonisation du Cameroun a été très... le Cameroun a beaucoup souffert. Il y a eu du sang versé, il y a eu des martyrs. L'histoire du Cameroun et celle de la Côte d'Ivoire ne sont pas similaires dans ce sens-là. Mais nous avons des atomes crochus, comme l'a dit M. Limbelobe et M. Ndior, et le panéliste Dr Julien. Nous avons beaucoup de similitudes, même économiquement. On voit le cacao, nous avons pratiquement les mêmes produits de rente. Nous voyons un peuple qui se comprend, un peuple diversifié. Vous êtes encore en train de revenir sur les alternatives. Nous sommes passés dessus. Rentrons dans ce qui nous intéresse, la problématique. Une alternance, une alternative au Cameroun. Pour comprendre l'alternative au Cameroun, l'alternance au Cameroun, il faut déjà rentrer dans l'histoire du Cameroun. Est-ce que ça rentre dans les usages au Cameroun? L'usage de l'alternance, de changement. Nous partons d'un parti unique qui avait déjà une logique, qui avait une probité, qui avait une façon de faire, qui avait des pratiques. Et ces pratiques-là, nous voyons qu'ils ont du mal à se défaire, malgré qu'il y a eu l'ouverture démocratique. Donc l'alternance est un facteur, est un fléau, est une pesanteur comme instrument politique au niveau de l'appareil, au niveau du régime concernant le Cameroun. Donc on n'a pas cette attitude, on n'a pas ces habitudes, on n'a pas cette façon, cette dévolution de pouvoir par l'alternance. Donc aujourd'hui nous pensons que la seule alternative peut-être qui peut changer les choses au Cameroun, c'est la transition, peut-être une transition politique. Parce que l'alternative peut être une transition pour éviter des ruptures systématiques ou un bras de fer ou des
oppositions systématiques, des oppositions tout azimut, qui peuvent créer ce que M. Limbuloba a dit, une rupture qui va dégénérer et embraser et créer un désordre et que le pays s'embrase. Ce n'est pas ce que nous voulons. Le Cameroun, par exemple, dans ce marasme politique qui met à mal d'abord les institutions qui ont du mal à interpréter et à gérer l'ensemble des éléments politiques et même les partis politiques, on voit qu'il y a du mal. Vous voyez comment même l'enjeu par rapport à ce qui se passe au Conseil constitutionnel, nous voyons comment la politique a un dessus sur tout un ensemble de choses. La primauté, c'est-à-dire que lorsque la primauté devient politique et que les enjeux n'ont plus la consistance démocratique, on comprend tout de suite qu'il y a un laisser-aller, il y a une façon, c'est-à-dire le pouvoir en place a une mainmise sur les institutions qui fait que on ne peut pas vraiment jouer le jeu de la démocratie, le jeu de l'alternance, tant qu'il y a des velléités qui ne font que être de façon, je veux dire, des vérités qui sont sous-jacentes et qui maintiennent une hégémonie qui est galvanée par une oligarchie, c'est-à-dire comprador. Vous voyez des personnages qui sont fabriqués, créés par un régime et qui ne sont pas prêts à lâcher prise. Voilà donc la nouvelle fabrication d'un régime qui fait que, au niveau du Cameroun, par exemple, c'est très difficile de se défaire parce qu'il y a une administration qui est au fait une administration comprador qui maintient l'hégémonie d'une forme on parle du multipartisme, en réalité, nous sommes dans un système politique où tous les pouvoirs sont concentrés et ça ne laisse pas le choix, même au sein du peuple parti. Vous voyez que même le RDPC a du mal à créer une alternance à l'intérieur du système parce que ce n'est pas conçu comme ça. Ce n'est pas conçu pour changer, c'est conçu pour accompagner une personne. C'est-à-dire qu'il y a une vision, il y a une personne et autour de la personne, il y a une oligarchie, il y a une élite comprador administrative qui contrôle l'appareil et qui empêche l'ascenseur social de pouvoir gérer donc une société qui est en décrépitude. Voilà le cas du Cameroun. Et puis nous pensons que au lieu de l'alternative qui peut être par exemple par une transition apaisée pour éviter les démons de la Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire vous avez vu ça a été une rupture très difficile. Et puis nous pensons que ce n'est pas le schéma que nous espérons pour le Cameroun. Voilà pourquoi il faut une forme de concertation et d'apaisement pour laisser le jeu démocratique puisse s'exprimer. Valentin Dior, réaction. Je pense que nous sommes dans une démocratie. Le Cameroun est une démocratie. Le Cameroun a accédé à l'indépendance à la suite, comme l'a dit mon cher voisin, à la suite d'une véritable... à la suite d'un conflit qui a opposé ses fils et ses filles. Et ce moment-là, cette décolonisation par la force ou acquise par l'indépendance acquise à la suite de la décolonisation par la force a tout au long de son indépendance donné du crédit et de la maturité politique à ses citoyens. Je pense tout le contraire de la Côte d'Ivoire qui a eu une indépendance très apaisée. Et je pense aussi que l'effet de la crise ivoirienne, peut-être, peut avoir donné aux Ivoiriens une culture politique du genre beaucoup plus consensuelle. Parce que le Cameroun, quoi qu'on dise, est dans cette mouvance-là, dans la mouvance consensuelle. Le Cameroun a connu par le passé des formes d'alternance politique. Des formes d'alternance politique. La dernière fut l'alternance politique par la voie constitutionnelle du président Ahidjo au président Paul Biya. Et par la suite, quelques années après, nous rentrons dans un processus électoral basé sur la démocratie. C'est-à-dire le choix qui est fait par les citoyens. Et à ce niveau-là, il revient donc
aux citoyens de nous entraîner par le choix à une forme démocratique d'alternance. Alors, cela ne peut pas être un projet pour l'opposition. Ce sont des citoyens, c'est la souveraineté nationale qui décide au vu de ce qui soit proposé par les différents partis d'opposition. Le parti au pouvoir propose sa vision, sa forme de gouvernance, et depuis que ce choix est fait, la souveraineté nationale a toujours pensé que le président Paul Biya est le meilleur candidat. Tout de suite, le débat sur la question de l'alternance, sur cette approche de l'opposition n'a plus son sens. Parce que la dévolution du pouvoir accordée au vainqueur des élections au Cameroun est faite de façon transparente par la voie des urnes. En quoi y a-t-il un problème? Sommes-nous dans un dilemme? Non. Vu que le peuple fait son choix. Et le choix ici est protégé par le parti au pouvoir au regard des politiques publiques qui sont menées, qui amènent le peuple à accorder beaucoup plus de confiance et de crédit au parti au pouvoir. Et bon, je pense que on ne peut pas souhaiter une chose et faire le contraire quand on regarde nos partis politiques. Je suis un citoyen. Si un candidat de l'opposition propose un choix ou un projet véritable, un projet alternatif véritable, les citoyens que nous sommes pouvons porter le choix à ce projet-là. Mais quand on voit le fonctionnement de nos partis politiques, ça laisse à désirer. C'est là le problème. C'est là le problème. Et tout de suite, on reste dans ce qu'on va appeler la stabilité qui a des conséquences positives, la paix, le développement économique, le bien-être. Et aussi, le président de la République, Paul Biya, je pense qu'il a encore à donner au vu de ce que son projet doit être achevé, celui d'amener notre pays à une modernisation qui soit définitive. Très bien. Alors, docteur Irénée Giliem, je reviens à vous maintenant. Est-ce que le problème ne serait pas effectivement celui de l'opposition qui devrait proposer soit des alternatives? Est-ce que le problème ne serait pas à ce niveau? Une partie du problème, bien sûr, revient à l'opposition parce qu'il y a déjà un problème d'entente dans cette opposition pour pouvoir proposer un front crédible et aussi un argumentaire, disons, convaincant. Je crois qu'il y a un problème de ce côté-là. Mais je suis assez surpris, voire un peu choqué par ce que je viens d'entendre, parce que quand on parle on dit que sans être partisan de qui que ce soit, quand on dit que disons, M. Paul Biya disons, sa politique a favorisé la paix, et puis le développement économique, ça c'est quand même ubuesque un peu. Je veux dire, ça c'est aller, enfin, à moins que tout ce qu'on peut lire du Cameroun aujourd'hui est complètement faux et que la seule personne qui en sait quelque chose, c'est mon copanéliste qui vient de s'exprimer. Je trouve ça incroyable quoi, de pouvoir tenir des arguments comme ça. Je ne sais pas ce qu'il entend par paix, hein, mais j'ai entendu que M. Biya aussi avait l'autre fois dit que les religions avaient participé à la paix. Je ne sais pas ce qu'il entend, enfin, ce qu'on entend par paix au RDPC, je suppose que mon copanéliste en fait partie. Il y a des meurtres au Cameroun tous les jours. La paix, c'est pas seulement quand il y a la guerre. La paix, c'est au quotidien. C'est les citoyens qui peuvent vivre tranquillement ou pas. Le Cameroun n'est pas en paix. Le Cameroun a un gros problème de sécurité. Je crois que je ne me trompe pas quand je le dis. Donc, quand on peut parler de paix au Cameroun, c'est qu'on est un peu, disons, en cécité par rapport à la situation actuelle. Alors, dire que la démocratie telle qu'elle a été pratiquée a apporté le développement économique au Cameroun, là, je crois que vraiment, on tombe des nues, là. C'est pas possible.
le développement économique au Cameroun. Alors tous les gens qui se plaignent, je comprends pourquoi est-ce que monsieur est en contradiction avec lui-même, puisque tout à l'heure il avalisait les gens qui font des faux diplômes au Canada. Pourquoi est-ce que les Camerounais vont au Canada alors? Pourquoi ils se ruent tous vers le Canada? Je pense qu'il y a toujours l'attrait de l'extérieur, mais quand même il y a un véritable problème économique au Cameroun qui fait que les Camerounais sont devenus errants dans le monde entier. Ce n'était pas comme ça de mon temps. Moi, je suis parti il y a 40 ans. Ce n'était pas comme ça. C'est mes petits-parents infirmiers qui ont payé mes études en France. D'accord? Et après, je me suis débrouillé. Je ne suis pas parti avec de faux diplômes. Donc, je crois qu'il faut être sérieux un peu. Hein? Et on est là entre personnes, disons, avec un minimum d'intelligence, et ne pas faire comme si on est le seul à connaître la situation. Je comprends que mon copanéliste, il a des filiations politiques, mais il faut quand même qu'il soit un peu cohérent. Hein? Donc, moi je crois que je ne suis pas le seul à citer. Et on en parle ici d'alternance. C'est un thème qui est revenu assez souvent dans tes émissions. Alternance alternative. Et en général, il y a consensus pour dire que il y a beaucoup de choses à refaire dans notre pays. Et il y a beaucoup de choses à redéfinir. Et c'est terrible. La situation, les Camerounais ne se plaignent pas pour rien. Hein. Et donc, bon, bien sûr qu'une partie de la responsabilité incombe aussi aux partis de l'opposition qui, à certains moments, comme aussi cette fois-ci, se font ouvertement ethnocentristes, se font ouvertement tribalistes. Et je vois que la même chose reprend avec l'évolution actuelle que j'ai vue avec des candidats de ce qu'on appelle le Nord, hein, qui sont maintenant soutenus par des confréries musulmanes au Sénégal. Donc maintenant, le Cameroun va être géré sous le prisme de la religion. Hein. Donc c'est un peu inquiétant ça. On a un État laïque, on devrait l'être, surtout notre pays a une grande diversité religieuse. Hein. Et mon copanéliste tout à l'heure, M. Edimi Loba, parlait des croyants qui devraient impacter positivement la vie disons, politique au Cameroun. Mais si le Cameroun, si le fait d'être croyant était une vertu a priori, comment se fait-il qu'il y ait autant de malversations, il y a autant de crimes, il y a autant de faux diplômes, il y a autant de faussaires? Ça veut dire que même à ce niveau-là, on ne peut pas se baser que sur le fait d'être croyant on ne peut pas se baser, le fait d'être croyant n'est pas une garantie a priori. C'est le premier critère, la première chose qui compte, c'est d'abord d'être un citoyen, hein, être un citoyen et qui a à cœur l'intérêt national et disons et des individus et des concitoyens. Hein. Maintenant, si la croyance peut y ajouter quelque chose, tant mieux. Très bien. Docteur Irénée Giniep, j'appelle quand même au respect des opinions des uns et des autres sur ce plateau. Sentez-vous libre de vous exprimer, sauf que ne vous attaquez pas. Et là, nous n'allons pas accepter ça sur ce plateau. Alors, on va permettre également à nos téléspectateurs maintenant de participer à cette émission. Pour ceux qui voudraient réagir bien, nous allons appeler sur le petit écran le code d'accès de 6 94 45 68 30. 6 94 45 68 30 sur le code d'accès à cette émission. Abel Edimi Lobé, vous êtes précurseur d'un vaillant mouvement, le mouvement Kautal. Vous essayez de regrouper l'opposition à votre manière, mais il se pose quand même une difficulté, celle de la cohérence des hommes politiques qui gèrent la vie politique au Cameroun, notamment ceux de l'opposition. Est-ce que l'opposition n'est pas son propre problème? Il y a très longtemps que j'ai déjà dit que l'opposition était malade de l'intérieur. Mais cela ne justifie pas toutes sortes de discours. Le discours que je viens d'entendre de la part de M. Njo est extrêmement pervers. Parce que j'ai comme l'impression que tout se mélange dans son esprit. Donc, lorsqu'il se lance à ses activités de propagande. Vous avez parlé de l'alternance. L'alternance, c'est le changement des hommes. Ça peut induire un changement de régime. Ça peut aussi ne pas induire un changement de régime.
Vous avez des pays comme l'Iran où il y a des élections. On change le président. On change, on élit des gens. Mais le régime iranien ne change pas. Donc, dans l'alternance, il y a le changement. Maintenant, quel type de changement? Ce changement peut être celui des hommes et celui du régime. Il est entendu que si vous voulez changer un régime, c'est-à-dire la forme la plus achevée du changement, vous devez changer les hommes. Parce que ce sont les hommes qui font les régimes. Mais vous pouvez changer les hommes et le régime survit. Parce que vous changez les hommes à l'intérieur d'un système. Et ceux que vous remplacez viennent avec le même type de valeurs. Donc le régime reste le même. Deuxième chose que j'ai entendue ici, on fait comme si le changement était un vecteur d'instabilité. Il y a de nombreux pays qui sont en guerre dans ce pays, il n'y a pas de changement là-dedans. Et il y a de nombreux pays où il y a une dynamique politique permanente, il n'y a pas d'instabilité. Le Ghana a changé déjà de président depuis Jerry Rawlings élu. Il y a eu 3 autres présidents. Il n'y a pas d'instabilité au Ghana. En Tanzanie, nous sommes au 5e président après Nyerere. Il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas d'instabilité, il n'y a rien. En Zambie, pareil. Donc, il ne faut pas faire comme si les mauvais exemples que vous avez sous la main, vous les utilisez pour manipuler les consciences et donner l'impression que quand on dit élection, on dit risque. Non, l'élection en elle-même est l'expression de la souveraineté des électeurs. Si vous ne voulez pas la souveraineté des électeurs, vous n'organisez pas des élections. Vous décidez de vos choses par vous-même. Maintenant, que les électeurs aillent élire et choisir, en quoi est-ce que cela est porteur de germes d'instabilité? L'instabilité des États procède du comportement des acteurs politiques qui instrumentalisent les élections, qui ne veulent pas que les élections se déroulent conformément aux règles consensuellement établies. C'est de ça qu'il est question. Et le problème du code électoral au Cameroun n'est pas une vue de l'esprit. Il exprime un mécontentement par rapport aux règles qui sont censées être des règles consensuelles. Le problème de la manipulation de la Constitution au Cameroun, comme en Côte d'Ivoire, puisque nous sommes dans l'analyse des rapprochements, et comme dans d'autres pays, au Tchad, au Gabon, au Congo, Brazzaville, etc., nous avons vu des comportements qui ont généré des troubles sociaux ou des mécontentements de grande ampleur liés au tripatouillage des constitutions. C'est-à-dire que les acteurs politiques ne se soumettent pas aux règles qu'on se donne nous-mêmes. C'est de ça qu'il est question, M. Diop. Oh, il n'est pas question du développement. Les débats que vous voulez faire sur le développement n'engagent que vous. Parce que vous voulez faire du débat sur le sentiment que les uns et les autres ont. Si vous croyez que quand vous parlez du développement, vous convainquez les Camerounais, je suis désolé. Je suis désolé, c'est ce que Irénée est en train de vous rappeler. Que je doute même que vous croyez à ce que vous disiez. Parce que quand vous parlez du développement, si vous prenez un transport ici maintenant pour aller à Yaoundé, vous n'allez pas dire qu'il y a développement. Vous le dites pour des besoins de propagande, mais moi je n'insiste pas là-dessus. Parce que c'est un débat éculé. Les Camerounais, au moment où nous sommes sur cette table en train de parler, ont leur point de vue sur la qualité de la gouvernance du Cameroun. Maintenant, que cette qualité soit bonne pour vous, qu'elle soit mauvaise pour moi ou les autres, le problème c'est, est-ce que nous avons un jeu électoral qui nous permet de laisser que le peuple décide de qui le dirige et que tout le monde se soumette à la volonté du peuple? La réponse est non. Et maintenant, le fait que je dise non n'absout pas
les acteurs politiques en présence de leurs responsabilités dans les stratégies à mettre en place pour faire évoluer les choses. Nous avons un processus électoral qui a toujours donné lieu à des mécontentements objectifs. Mais cela ne veut pas dire que l'opposition aborde les élections avec des approches qui sont les meilleures. Non, pas du tout. L'opposition camerounaise a ses faiblesses qui ne sont pas liées à la mauvaise qualité du système électoral. Elles sont des faiblesses intrinsèques. Lorsque vous avez les élections législatives, il y a 85 circonscriptions au Cameroun. Vous avez un parti, le RDPC, qui lui met 85 candidats, 85 listes de candidats dans toutes les circonscriptions. Vous avez l'UNDP qui met 31 listes. Ça fait combien? Ça fait 54 circonscriptions où l'UNDP est incapable d'être présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le combat UNDP, comme force de changement vis-à-vis du RDPC, comme force d'immobilisme, d'inertie, eh bien l'UNDP perd ce combat parce qu'elle n'est pas capable de combattre dans tout l'espace politique disponible. C'est ça la réalité. Quand le RDPC met 180 candidats, eh bien aux dernières élections législatives, l'UNDP a mis 64 candidats. C'est-à-dire que l'UNDP, en allant aux élections législatives, n'allait pas renverser le RDPC. Lui-même, elle-même, autant pour moi, en allant à ces élections avec 64 candidats, alors que le RDPC s'en va avec 180 candidats, ça veut dire qu'il y avait 180 moins 64. C'est combien? C'est près de 116. Ça fait dire qu'il y avait 116 sièges où l'UNDP n'était pas en train de combattre. Le fait qu'il y ait 116 sièges veut dire que le RDPC avait déjà conservé ses positions dominantes dans ce combat. Donc, nous avons des faiblesses intrinsèques. C'est-à-dire que le code électoral soit bon ou qu'il ne soit pas bon, si nous allons aux élections avec ce type de profil où le SDF a présenté 28 listes sur 85, c'est-à-dire 51 candidats sur 180, ça veut dire que le SDF n'allait pas pour renverser le RDPC. Vous comprenez? Le PCRN avait 13 listes, c'est-à-dire il cherchait 39 sièges de députés sur 180. Ça veut dire que le PCRN ne partait pas pour renverser l'ordre qui est en place. Pourquoi? Il veut le faire. Le SDF veut renverser. L'UNDP veut renverser. Mais ces partis ne parviennent pas à se donner les moyens nécessaires pour y parvenir. Cela ne change pas le fait que l'élection, c'est la possibilité qui est donnée au peuple souverain de se déterminer et donc de changer éventuellement. Le fait que nous n'ayons pas d'alternance ne veut pas dire que le processus électoral est bon. Puisque ceux qui font ce processus électoral et le patron de M. Ndiaye rappelle et admet de façon récurrente qu'il y a des perfectionnements à faire dans le système électoral. C'est ce perfectionnement-là que nous appelons de tous nos voeux. Par exemple, mes positions politiques sont liées à quoi? Elles sont liées au fait que, tel que le système électoral est conçu, eh bien, chaque région est représentée à l'Assemblée nationale par un certain nombre de députés, mais il existe dans le système électoral la possibilité pour qu'une région augmente le nombre de ses représentants par un mécanisme qui n'est pas légitime. Quand vous, les ressortissants d'une région, peuvent venir se faire élire dans une autre région, la finalité c'est que le littoral a 19 sièges, mais ce n'est pas 19 littoraliens qui sont à l'Assemblée nationale, c'est 10. Les 9 autres qui sont à l'Assemblée nationale pour le compte du littoral, grâce au système électoral, ne sont pas des littoraliennes. Donc nous avons des choses à corriger dans le système et admettre cela n'est pas être faible. Très bien. Alors, on prend cet appel avant de revenir sur ce plateau. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Très bien. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Ngaoundéré. Nous vous écoutons.
Je salue d'abord les membres du panel. Allez-y. En particulier le patriarche de Limbi Lobet. Il dit des choses vraies et je l'invite à rejoindre l'opposition qui pour moi est la vraie dans le cas spécifique. Et pour moi la vraie c'est l'UNDP contrairement à ce qu'il dit. Je vais juste lui rappeler que l'UNDP c'est le parti le plus présent qui occupe le territoire le mieux en dehors du RDPC. Et moi, il est pertinent dans tout ce qu'il dit. Mais pour cette fois, il soutient celui qui peut, c'est l'UNDP. Je l'invite aussi à avoir un oreille particulier à Kaoundéré. Il verra ce qui va se passer à 14h aujourd'hui, il y a un meeting. Et il verra toute une région derrière un candidat, c'est le titre. Et je lui rassure que l'UNDP a le nord. L'UNDP gagnera le RDPC dans le Grand Nord au moins à 80%. Et lui dans le littoral, qu'il essaye d'aider l'UNDP. Ne dispersons pas nos voix. Notre combat est le même. Même s'il y a des choses à refaire et autres critiques à porter. Il faisait que l'UNDP allait avec 60 candidats aux législatives. Mais c'est normal, c'est peut-être dans le cadre d'une coalition. Il pense que moi, si lui est candidat dans un arrondissement, moi, parti, président d'un parti, je ne peux plus investir un candidat dans la circonscription dans laquelle lui Elie Belobé est candidat, connaissant sa pertinence. Donc, voyons les choses dans ce sens. Très bien. Et évitons de disperser nos forces. Il y a un problème, on a besoin de changement. Unissons-nous plutôt au grand frère Dimbe. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur. Alors, lorsque vous faites des prises de parole, prenez-les en 2 minutes parce que le téléphone tourne là. On a cet appel-là. Monsieur, bonjour, on peut prendre. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Bidjike François Lama. Vous nous appelez d'où? Depuis le Nord. Allez-y. Ils sont en train de suivre l'émission dans DAS Ouais. TV. Si je suis intéressé en ce qui concerne le positionnement politique. Ils sont en train de suivre. Je conviens avec l'invité de ce matin qui est M. Elie. Les représentativités dans les circonstances électorales, d'abord au niveau des municipalités et au niveau des législatifs, sont très minimes. Et de l'autre côté, le RDPC domine partout. Et nous voulons changer certaines de ce pays, mais il faudrait que nous comprenions une seule chose. C'est que le pays-ci a besoin des hommes et a besoin d'un changement. Mais on va changer qui? Ce sont les mêmes qui reviennent et ce sont les mêmes candidats qui sont là. Donc nous préférons que nous restons dans cette dynamique de changement tel que le président l'avait dit à l'horizon 2035. Pour ceux qui sont encore en vie vont voir, mais ceux qui sont morts, nos présidents vont également découvrir. Voilà ma participation à cette émission. Merci beaucoup, monsieur. On prend encore rapidement un autre candidat. Monsieur, bonjour. D'accord, monsieur. Monsieur, bonjour. Il est parti. Alors, Junior, allez-y. Oui, nous pensons qu'en réalité, ce qui se passe au pays nous interpelle. Et les acteurs politiques, les hommes politiques doivent se mettre ensemble. Voilà pourquoi il est temps de fédérer, il est temps de se coaliser. Parlons un peu de l'opposition. Est-ce que l'opposition n'est pas son propre problème? L'opposition est son problème. Parce que vous appelez l'alternance. Et elle ne peut que venir que lorsque une opposition qui s'organise. Est-ce que l'opposition n'est pas son problème? L'opposition également a des tares, l'opposition a des difficultés, l'opposition a des pesanteurs énormes. Et l'opposition également est divisée par le parti au pouvoir qui ne veut pas voir l'opposition se coaliser. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Ce ne sont pas des fausses excuses. Oui, non, en réalité, c'est quoi? Ce ne sont pas des fausses excuses, c'est ça? Même au sein des partis politiques, lorsqu'on crée des diversions, on crée des défections à l'intérieur des partis, ce n'est pas pour arranger les choses. Vous voyez un parti qui vient en puissance, il y a à l'intérieur, il y a des défections, et tout ça, on crée un doublon, on crée tout ça, en réalité, ça met en mal un processus. Et voilà pourquoi même le parti, comme vous avez vu, les alibis que ceux du MS ont trouvés, c'est qu'ils ne sont pas partis à la précédente élection
élections municipales législatives, parce que justement, s'ils allaient avec des moyens par commode et, et ne pouvant pas faire un raz de marée, ils étaient sûrs qu'à l'intérieur, on devait déconstruire, et ceux qui allaient prendre des sièges allaient être happés ou bien être entraînés ou aguichés par le système. Voilà pourquoi ils ont passé tout ce temps-là à vide et croyant qu'ils vont avancer, mais les démons de la Constitution, du code électoral les ont rattrapés. Et c'est difficile d'avancer dans ces conditions-là. Voilà pourquoi on dit que le mécanisme de dévolution de pouvoir au Cameroun est tellement périlleux et tellement difficile que ce n'est pas évident pour les acteurs politiques. Il y a cette tentative de regroupement des opposants, mais qui très souvent entre eux ne tient pas. Est-ce que là encore, qu'est-ce qu'on va accuser? Le système toujours? Non, pas forcément le système, mais seulement il y a également les égos. Il y a l'égocentrisme et tout. Et vous voyez, on prend par exemple l'exemple du groupe de Pumban. Ils sont arrivés à presque 13. Ils sont arrivés à Yaoundé à 8. À la fin, je crois, ils étaient à 6. Ça pose un problème. Et ça montre que les acteurs ne sont pas là pour le plaidoyer du peuple. En réalité, chacun vient d'abord défendre ses intérêts, ses positionnements personnels et politiques, avant de voir maintenant qu'est-ce que le peuple va gagner. Et ça pose un problème dans un système où on est à un tour. Et le système de un tour, il est violent, il est difficile, il est très violent, mais il est comme ça. On l'a adopté et puis il est différent de celui de la Côte d'Ivoire qui laisse encore une possibilité de coalition en deuxième partie. Or, ici, lorsque les carottes sont cuites, et je vous assure que ça devient très contraignant. Donc voilà pourquoi les acteurs ont du mal à se mettre ensemble, à fédérer, à discuter sur des plateformes, à avoir une vision commune. En réalité, on n'est même plus là dans les programmes politiques. On est dans des engagements qui lient des intérêts. Toi, tu me donneras combien de postes? J'aurai quel poste de souveraineté? J'aurai combien d'entreprises d'État? Ouais, des choses comme ça. Et ça met à mal un processus qui a quelques mois après. Et puis, on n'a pas... il nous manque des consignes parce que l'électorat est divisé, l'électorat est dispersé et l'électorat veut voir des convergences pour que à la fin il y ait des consignes et nous voyons maintenant un vrai développement de la campagne présidentielle pour des candidats bien placés. Monsieur, bonjour. Il est là? Oui. Soyez concentrés lorsque vous demandez la parole, s'il vous plaît. Vous nous appelez d'où? Je suis là. Nous avons un problème avec cet appel, je vous en prie. On a un problème avec cet appel. Alors, on peut Gilles Nieb. Docteur Irénée Gilles Nieb, je reviens à vous avant de revenir sur ce plateau. J'ai dit que nous avons un problème avec cet appel du côté de la régie, là, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas cet appel. On a un problème avec cet appel. Docteur Irénée Gilles Nieb. Alors, on parlait tout à l'heure d'une opposition, et là, on voudrait susciter de l'alternative ou bien de l'alternance. Sauf que les acteurs qui doivent produire cette alternance ne parviennent pas eux-mêmes à se mettre en accord. Je parle des hommes politiques de l'opposition camerounaise. Il y a eu plusieurs appels à rassemblement. On a encore cet appel de Pumban, on a encore plusieurs autres appels. Elie Bilobé même a tenté plusieurs fois de rassembler ses pairs de l'opposition, mais hélas, ce sont des dissensions, des divisions, ce sont des calculs politiciens. Il faudra aller négocier avec le parti en face, avoir quelques ronds, avoir quelques postes ministériels, je ne sais pas quoi. Et du coup, on suscite une classe politique totalement morose. Est-ce que l'opposition camerounaise n'est pas son problème? C'est évidemment son problème. Déjà, le fait que c'est en dernière minute qu'elle pense se mettre ensemble pour pouvoir trouver une stratégie, questionne. Hein? On voit qu'il y a un problème parce que, connaissant bien la situation du pays et du système politique du pays. Alors, nous avons perdu le docteur? Le court laps de temps qui est imparti avant les élections. Il y a un problème. Mais je vais aller un peu plus loin parce que je pense qu'il y a un problème un peu plus subtil dans l'opposition camerounaise. Quand on écoute les leaders de ces oppositions-là, on comprend qu'ils se croient en fait animés par une sorte de messianisme. Ils se prennent un peu pour des dieux, en fait, ces gens-là. Ils pensent qu'ils sont des sauveurs. Chacun
je ne veux pas être, je veux pas poser problème par rapport aux croyances, des choses comme ça, mais je dis une chose. Quand on écoute ces gens avant les élections ou dans leur campagne, ils sont tous envoyés par Dieu. Donc vous voyez un peu le niveau de narcissisme. Ils sont que c'est eux, ils sont des messies. Donc il y a ça, il y a cet aspect narcissique-là qui, à mon avis, pose problème. Et de toute façon, il n'y a que ça qui puisse expliquer que chacun, même dans son plus petit parti, soit, disons, investi du rôle auquel il prétend. Hein? Je crois que, si vous avez fait attention, c'est quelque chose qui est très marquant dans l'opposition camerounaise. Tous se décrivent en termes de envoyés de Dieu. Cela devrait inquiéter. On est des citoyens, je reviens là-dessus. Tous sont des envoyés de Dieu. Celui qui ne le dit peut-être pas d'ailleurs, c'est Paul Biya. Hein? Mais d'autres gens se chargent de le dire. Moi, personnellement, il faut qu'on soit envoyé du peuple. Il faut qu'on soit des citoyens. Ce serait déjà très bien comme ça. À partir du moment où on est envoyé de Dieu, vous voyez que qui soit au-dessus de vous. Personne. Vous êtes au-dessus de tout. Hein? Et moi, je crois que, pour finir, l'opposition, elle a un problème. Elle a son problème. Merci beaucoup, docteur Irénée Gignem. Valentin John n'a pas pris la parole depuis un bon temps. Je voudrais dire à vous, laissez Valentin, s'il vous plaît. C'est moi qui donne la parole. Ce n'est pas vous qui me dites à qui je dois remettre la parole. Je dis, vous prenez la parole. Parce que ça fait un bon bout de temps que vous n'avez pas réagi. Alors maintenant, l'opposition semble peut-être faire votre jeu. Le jeu du parti au pouvoir, le jeu du régime en place, si vous voulez. C'est une opposition qui brille par son incapacité à pouvoir se rassembler et donner un unique candidat. On a déjà vu en 92 où ça a failli marcher. Mais cette fois-ci, depuis ce temps-là, on a comme l'impression qu'il y a un problème. Est-ce que le régime qui est également accusé de ne pas faciliter la scène politique ne devrait-il pas revoir aussi sa façon de traiter avec l'opposition camerounaise? Qu'est-ce qu'il faut dire? Moi, je pense que dès l'instant où on se lance en politique, on doit... Il n'y a que des coups. Non, il disait tout à l'heure que la politique peut aussi se faire d'une autre manière. Oui, la manière la plus honnête. Non, il y a les coups, mais je pense qu'il y a des règles en politique. Il y a un champ qui est suffisamment normalisé par les tests. Hein, au Cameroun, par exemple, il y a la loi portant code électoral. C'est une loi. Et dans cette loi est définie toutes les procédures qui aboutissent à une élection. Et je pense que cette loi a été votée par les Camerounais de façon consensuelle. Parce que c'est un haut lieu de la représentativité. Il semble avoir un dysfonctionnement dans l'application de cette loi. Donc vous dites avoir été prise de façon consensuelle, sauf qu'il y a des dysfonctionnements. On voit très souvent les mouvements de l'opposition soit refusés par les sous-préfets, quelques-uns sont, je crois, réprimés par l'armée, en fait par les forces de maintien de l'ordre, si vous voulez, quelques frustrations par-ci et par-là. On a encore vu ce spectacle que nous avons vécu au Conseil constitutionnel, où certaines candidatures ont été refoulées, rejetées. Il y a même une qui est arrivée au Conseil constitutionnel, traversée l'élection de Cameroun, mais partie être rejetée au Conseil constitutionnel. Ça laisse à penser quand même que cette opposition, dans un pays comme celui-ci, a très peu de chances d'émerger. Non, mais les décisions sont prises sur la base de quoi? Sur la base des tests qui définissent le jeu politique. Hein? Le Conseil constitutionnel s'adosse sur la réglementation. C'est le juge électoral. Et je pense que si chacun des protagonistes s'adresse à ce Conseil constitutionnel, c'est parce qu'il va avec l'idée qu'il peut... Tout à fait. Mais ici, ce n'est pas le cas. Et le Conseil constitutionnel donne les motifs de chaque rejet. Donc, moi, je vais dire le débat n'est pas à ce niveau. Moi, je pense que le débat se situe beaucoup plus au niveau de la qualité de l'organisation des appareils politiques de l'opposition. Parce que ce que nous faisons au RDPC est
simple. Chaque fois qu'on sort d'une élection, le RDPC se met en marche. Consolidation des acquis, occupation, maillage territorial, réorganisation de l'appareil politique au niveau de sa base, et comme ça, il y a des nouvelles têtes, des nouvelles personnes qui entrent, qui émergent. Les citoyens qui ne se donnaient pas de l'intérêt ou étaient un peu plus éloignés du RDPC sont ramenés vers le parti. Ça fait que le RDPC engage une masse suffisamment critique telle que en période électorale ou dans son quotidien, vous allez vous rendre compte. C'est ce qui manque à l'opposition. Vous allez vous rendre compte que sur 360 communes, le RDPC est représenté. Tout simplement parce qu'il y a un travail qui est fait pour que le RDPC vive. Maintenant, est-ce que l'opposition, le docteur Niem a semblé le dire, un problème qui semble grave, c'est celui de l'idée de l'homme, du Messie, tel que on construit tout autour d'une personne et on oublie l'essentiel qui se fait sur le terrain. Et on pense que, au vu de ce qu'on soit ce Messie-là, les enjeux viendront voter. Non, c'est la souveraineté nationale qui va aller voter. C'est les citoyens qui iront voter. Et il faut conquérir ces citoyens-là. Et ce n'est pas le cas. Et la conquête de ces citoyens passe par l'organisation la plus indiquée des appareils politiques. Et ça, l'opposition, je ne suis pas encore de l'opposition. Donc, je pense que c'est des éléments qui manquent à l'opposition. Elle passe beaucoup plus de temps à créer qu'à s'organiser. Alors, on va voir si on peut prendre cet appelant avant de vous donner la parole. Il est encore en ligne, là, cet appelant? Il est parti. Abel, les débuts. Vous savez, quand je dis que l'opposition est malade, elle est malade de l'intérieur. Cette maladie de l'opposition transparaît même dans les messages radio, télé, comme ceux que je viens d'entendre de cet auditeur qui, je ne sais pas pourquoi, il m'interpelle pour me demander de rejoindre, je ne sais pas, l'UNDP, etc. L'UNDP va gagner les élections. Ce n'est pas avec ce type de comportement que vous pourrez renverser la vapeur. Parce que dans ce type de comportement, il y a le déni de la force de l'adversaire. Que vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez pas. Ce que je vous ai entendu dire, si vous êtes toujours à l'écoute, je vais donc vous dire. Le Grand Nord, ce que vous appelez Grand Nord, c'est l'Adamawa, le Nord et l'extrême Nord. Les trois régions du Cameroun là ont 90 communes. L'Adamawa a 21 communes, le Nord a 21 communes, l'extrême Nord a 48 communes. Dans ce Grand Nord-là, l'UNDP ne contrôle que 17 communes. Le reste est contrôlé par le RDPC qui a près de 66 communes dans l'extrême Nord. Quand vous abordez le débat avec des attitudes comme ça, où vous refusez, vous vous mentez à vous-même. Vous me dites qu'il y a un meeting dans l'Adamawa cet après-midi, qu'on aille voir. Ok, mais sachez que dans les 21 communes de l'Adamawa, l'UNDP ne contrôle que l'UNDP ne contrôle que 7 ou 8 ou 9 communes. Hein, je peux d'ailleurs les citer. Tibati, Galim, Tigner, Concha, Tignere, Banyo, Martap, Ngaoundere 1, Ngaoundere 2, Nyambaka, et c'est tout. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 communes sur 21. Le reste est contrôlé par
le RDPC est accessoirement, d'ailleurs, pas le RDPC parce que le FSNC n'a aucune commune dans l'Adamawa. Je peux refaire le même calcul dans le Nord. Avec ces 21 communes, l'UNDP qui était un parti basé au Nord contrôle seulement la commune de Bachéo, 25 conseillers municipaux, Guidère et Toubouro. 3 communes sur 21. Et vous êtes là en train de faire du bavardage. C'est ce type de comportement qui fait en sorte que vous refusez qu'on vous dise réellement quel est le rapport de force. Et vous êtes surpris aux élections nationales où on se sert des structures de base pour gagner les élections nationales. Il faut faire très attention avec des comportements péremptoires. Et ne m'appelez pas dans ce genre de choses. Parce que moi, je veux une opposition qui s'organise à partir d'une connaissance exacte de ses faiblesses et des forces de l'adversaire. Si vous êtes une opposition qui nie les forces de l'adversaire, eh bien, je sais d'avance que vous ne gagnerez jamais. L'UNDP qui semble devenir maintenant pour vous le parti qui va gagner, sachez donc que sur les 10 régions du Cameroun, les 17 communes de l'UNDP ne se trouvent que dans 3 régions. Les 561 conseillers de l'UNDP se trouvent dans 11 départements sur 57. Donc ça veut dire une faible implantation de l'UNDP. Le fait que j'ai l'habitude de rappeler que l'UNDP est le plus fort parti de l'opposition ne veut pas dire que l'UNDP a la force qu'il faut pour battre le RDPC. Très bien. Permettez-moi de prendre cette téléspectateur. Vous répondez la parole. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, monsieur. Allez-y, on vous écoute. Pour revenir, j'ai intervenu tout à l'heure là. Tout en m'appuyant et en me présentant, moi c'est Lamine. Et je suis un ancien militant du RDPC. Je ne dirais pas si je suis élu du RDPC ou pas. Mais l'heure n'est plus venue à tâcher. Je donnerai une information à M. Edimbi Lobet. Quand il a appelé la part à appeler Bello à être candidat, il y avait des élus RDPC qui, fatigués de cette continuité, voulaient la séance. J'informe à M. Edimbi que parmi ceux qui veulent le changement, il y a beaucoup d'élus UNDP du Grand Nord et d'autres régions. Il sera surpris. C'est ce que je voulais dire. Qu'il ne se base pas sur nos conseillers, nos communes. Très bien. Merci. Nous, même au sein des cantons à Kouaïo, nous avions des gens. L'UNDP est déjà installé. Même monsieur Moïkam s'occupe de ce temps. Nous avons des discussions très avancées avec l'IS4. Nous avions des discussions très avancées avec beaucoup de cadres de plusieurs partis. Nous voulons national. Nous ne nous voulons pas régional. Et je l'invite encore. C'est une invitation, grand frère Limbi. Très bien. Je ne me mélange pas aux gens qui refusent. Je vous réponds immédiatement. Je ne me mélange pas aux gens qui font de la propagande et qui refusent de réfléchir et qui se mentent à eux-mêmes. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Les résultats des élections vous diront la réalité du terrain. Alors, on prend cet autre appelant, s'il vous plaît, s'il est encore là. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Oh, oui, bonjour, monsieur. Abel, poursuivez. Donc, je sors tout simplement parce que je veux dire aux gens que il semble subitement l'UNDP, jusqu'au mois de juillet dernier, j'entends dire que la base nous a demandé, c'est la base qui demande à Bello d'être candidat. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé à Bello d'être candidat en 2018? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous n'avez pas demandé? Le Cameroun n'avait pas suffisamment de problèmes en 2018 pour que vous ayez à l'esprit que Bello doit être candidat. On vous parle du messianisme. Et vous êtes dans les mêmes attitudes avec des explications complètement illogiques. Qu'est-ce qui justifie que c'est à 4 mois
des élections que vous découvrez subitement que le Cameroun est sur le point de tomber dans l'enfer et c'est Bello qui a 17 communes qu'il gère dans 360 communes. C'est là maintenant que vous estimez que Bello est la personne de la situation et puis vous dites que ce n'est pas un problème de nombre de communes. Vous êtes implanté partout. Si vous êtes implanté partout, ça se voit dans vos résultats électoraux. Quel est ce parti qui est implanté dans le Mungo et qui n'a que 2 conseillers municipaux dans le Mungo? L'UNDP n'a que 2 conseillers municipaux dans le Mungo. Vous êtes implanté partout. Vous avez présenté des listes aux élections locales dans la Sanaga maritime. Vous avez présenté des listes aux élections locales dans le sud. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que l'enthousiasme ne doit pas vous amener à nier les évidences. Et quand vous niez les évidences, vous empêchez la mise en œuvre d'une stratégie électorale cohérente. Parce que le fait de penser que vous avez la position privilégiée, parce que vous avez, je ne sais pas, 17 communes, vous créez les conditions pour que, dans un débat qui se veut objectif pour aboutir à une stratégie électorale, eh bien, que le débat se tourne ou bien se fasse autour de vous, dans l'esprit de c'est nous qui avons 17 communes au Cameroun, donc si on veut battre Paul Biya, on doit se mettre avec vous. Eh bien, je vais vous donner un autre élément que vous devez savoir. C'est que quand j'appelle l'UNDP, quand j'ai demandé à toutes les autres formations de l'opposition de se rapprocher de l'UNDP, ce n'était pas parce que Bello peut être candidat. Bello, c'est l'homme politique camerounais qui, à partir de 92, a travaillé à la consolidation du régime du RDPC. Il n'est en rien porteur de l'espoir du peuple du changement. En 92, Bello avait 63 députés en 92. Et le reste de l'opposition, plus l'UNDP, avait 92 députés. Bello s'est montré incapable de rassembler l'opposition pour former un gouvernement et renverser le régime du RDPC. Il a choisi, main et pieds liés, d'aller au gouvernement du président Biya et de le sauver. Depuis 92, Bello ne sait pas qui peut être candidat à l'élection présidentielle. En 97, il ne savait pas qui peut être président à l'élection présidentielle. En 2004, il ne savait pas qui peut être président à l'élection présidentielle. Il a participé à la révision de la Constitution en 2008 pour permettre au président Biya de continuer à être candidat alors que le mandat du président Biya, l'expérience du président Biya devait se terminer en 2011, conformément aux engagements consignés dans la Constitution de 96. Bello, avec ce profil-là, découvre subitement en 2025, lorsqu'il est épuisé par le soutien qu'il a apporté au président Biya, que c'est lui l'homme de la situation. L'homme de quelle situation? Il y a qui dans le Grand Sud, à partir de l'Est, le centre, le Sud même, le littoral, l'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, il y a qui veut que Bello soit président? Très bien. Abel Ebilou, vous avez été suivi. En 2 minutes, s'il vous plaît. On sort déjà. Oui, en fait, on va dire ici là, que la politique n'est pas un exercice intellectuel. La politique est plutôt cette expression du pouvoir. C'est le rapport de force, comme le dit M. Livre-Lobert. Et pour qu'il y ait ce rapport de force, il faut mettre en place un mécanisme qui va déboucher à une masse critique. C'est la masse critique qui manque maintenant, qui manquera pour que cette opposition-là puisse basculer les lignes et permettre à ce qu'il y ait un changement, une alternative, l'alternance politique. Donc, et pour qu'il y ait alternance politique, il faut également une véritable coalition. Les acteurs sont pour parler, ils sont dans des tractations. Nous voulons des résultats pour qu'il y ait à la fin des consignes de vote et que l'enjeu électoral soit véritablement... En 2 petites minutes, s'il vous plaît. Quelque chose qui va bousculer les lignes. Inviter les Camerounais à un vote de raison. Et le vote de raison, c'est le président Paul Biya. Donc, c'est tout. Présidentielle 2025 en Afrique, problématique d'une alternance ou d'une alternative. Le cas du Cameroun et de la Côte d'Ivoire nous a intéressés ce matin.
Le patriarche Abel Edibilobé, homme politique, précurseur du mouvement Kaotal, était avec nous ce matin. Valentin Dior, homme politique, anthropologue. Junior Abena, de la société civile. Et puis, depuis la Guadeloupe, le docteur Irénée Giniem, docteur en linguistique anglaise et certifié d'anglais, DUT des finances, comptabilité, universitaire, auteur, entrepreneur panafricaniste, membre de l'association guadeloupéenne Racine Polonien du continent et de ses diasporas. Merci à Ur David pour la mise en musique de ce programme et toute l'équipe technique autour de lui. Madame, Monsieur, retrouvez le programme en rediffusion samedi à 22h et vendredi prochain, s'il plaît à Dieu, nous serons là pour le même exercice. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.